Todos nós cristãos somos discípulos de prisioneiro político. Si, par révolution, on arrive à comprendre un changement profond, radical même, et rapide, alors j'aime la révolution. El Santo Padre que vive en Roma, quien está degollando a su paloma. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui relève du document. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir François-Xavier Drouet. Bonjour. Salut. Pour parler du coup de ton dernier film qui s'appelle L'Évangile de la Révolution, qui est un documentaire. On va présenté au Filmar à l'édition de 27e édition du Filmar ici à Genève. C'est vrai qu'il faut préciser qu'on y est toujours, oui. parce qu'on a interviewé les programmateuristes aussi. Donc ton film est un film qui se passe, si je ne me trompe pas, dans 5 pays d'Amérique latine. 3 4. J'avais noté Salvador, Nicaragua, Brésil, Mexique. Mais les Chiapas, c'est dans le Mexique ? Chiapas fait partie du Mexique, ouais. Ok, c'est ça. Ok. Et retrace différentes luttes et révolutions populaires qu'il y a eu à travers une figure spécifique, à travers la théologie de la Révolution. Et donc, tu vas surtout à la rencontre des prêtres, entre autres, qui se sont joints au mouvement révolutionnaire des peuples. Et la première question que je voulais un peu te poser, c'est donc le film est organisé en chapitres qui se passent quasiment tous dans un lieu différent, dans une zone géographique différente. Et pourquoi ce choix, finalement, d'organiser comme ça ton film ? Alors, peut-être avant de répondre à ta question, je vais revenir un petit peu sur cette histoire de théologie de la libération, ce que c'est. En fait, c'est à la fois un grand mouvement social et un courant théologique au sein de l'Église catholique et protestante qui, pour simplifier, a essayé de réconcilier le marxisme et le christianisme et qui a fourni tout un appareil théorique et de pratique pour permettre aux chrétiens justement de s'engager dans les luttes sociales et politiques et révolutionnaires en Amérique latine, non pas en dépit de leur foi, mais vraiment au nom de leur foi. Et c'est un mouvement qui a traversé toute l'Amérique latine à partir des années 60 et jusqu'à encore assez récemment. Et moi, c'est une histoire à côté de laquelle j'étais complètement passé. Et donc, pour la raconter, il a fallu choisir des pays sans chapitrer, tu vois. Parce que là, effectivement, comme tu l'as dit, chapitre 1, Salvador, chapitre 2, Brésil, voilà. J'ai envie que ce soit quelque chose de plus fluide, vraiment de tresser une histoire à l'échelle de l'Amérique latine, parce que c'est vraiment quelque chose qui a traversé toute la région. Et en fait, très très vite au montage, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible. Parce que chaque pays a quand même son contexte historique. Les personnes qui ne sont pas familières avec cette histoire se mélanger dans les pays. Et donc, voilà, on a choisi de chapitrer. Ce qui a donné aussi une dynamique différente. Et finalement, chaque pays porte une ou des questions qu'a suscité la théologie de la libération à son époque. Ah, donc c'est vraiment quelque chose qui est venu au montage, au moment de l'organisation de ton film. Tu t'es dit, il faut que je puisse découper, il faut que je découpe en fonction des pays, quoi. Ouais, alors c'est-à-dire aussi, il y a plein de... Voilà, des fois, tu te lances dans un film, tu t'écris, tu prévois des choses, et puis ça marche pas exactement comme tu le voudrais. Et heureusement, c'est quand même ça qui est beau. Et ouais, moi, si tu veux, une des sources d'inspiration de ce film, en fait, c'est pas été un ou des cinéastes, c'est plutôt l'œuvre de Eduardo Galeano, qui est un grand écrivain uruguayen, qui a écrit beaucoup de livres qui ont été très importants pour plein de générations de militants et de militantes en Amérique latine, notamment les veines ouvertes de l'Amérique latine, et qui à chaque fois, en fait, il raconte les choses à l'échelle de l'Amérique latine pour donner vraiment une conscience que tous ces peuples appartiennent finalement d'une même histoire, l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, évidemment l'histoire des dictatures militaires, et toujours en passant de la grande histoire à la petite histoire. Et donc le film, quelque part, je l'ai construit un petit peu comme ça, sans m'en rendre compte. C'est en le faisant, je me suis dit, mais en fait, on dirait un bouquin de Galeano, quoi. Et du coup, est-ce que c'était quand même un petit peu l'ambition de base de ne pas nécessairement te centrer sur, je sais pas, par exemple, le Salvador, et d'aller couvrir quand même un peu l'impact de la théologie de la Révolution dans plusieurs pays et plusieurs régions quand même ? Alors,
En fait, je pense que alors, ça dépend comment on raconte le film, parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de raconter le film. Une façon de le raconter, c'est que c'est une histoire de l'Amérique latine révolutionnaire, qui a quand même été l'épicentre, en tout cas le point d'orgue pendant pas mal de décennies dans le monde de l'horizon révolutionnaire pour très nombreuses personnes qui luttaient pour un autre monde. Et de revoir cette histoire, de la revisiter, mais à travers la participation des chrétiens à ces luttes-là. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui est extrêmement méconnu, en tout cas en France, et en certains autres pays d'Europe, et même en Amérique latine. Parce que quelque part, il y a eu... le film raconte que cet élan-là, il a quand même été beaucoup brisé par Jean-Paul II, et après celui qui lui a succédé, qui était Benoît XVI, cardinal Ratzinger. Donc ça fait 40 ans de pontificat de ces deux papes extrêmement conservateurs, et qui ont vraiment brisé cette histoire. Et donc il y a eu une rupture de transmission de cette mémoire. Et je pense pour les gens qui militaient dans les années 60-70, il y avait une évidence qu'à leur côté, il y avait des chrétiens, même si l'Église, évidemment, globalement, dans l'histoire, elle a plutôt été du côté du pouvoir. Mais si on refait aussi l'histoire du christianisme, il y a toujours eu des chrétiens qui se sont engagés pour l'injustice et qui parfois ont donné leur vie et qui se sont opposés aussi à l'institution. Donc ça raconte un peu cette histoire-là. Mais c'est marrant parce qu'on parlait justement avec Vania, qui est programmatrice ici au Filmar, et elle disait que même en Amérique du Sud, elle n'avait jamais vu de film qui traitait de la théologie de la libération de façon transversale, on va dire, en fonction des pays. Ben oui, c'est pour ça que j'ai fait ce film. Parce que... Non, mais en fait, après, on peut revenir sur pourquoi je me suis lancé là-dedans. Moi, j'ai eu une éducation catholique, plutôt conservatrice. Je me suis énormément ennuyé à la messe. Je me suis énormément ennuyé au catéchisme. Et puis voilà, moi, c'est vraiment... ça venait du côté de ma mère. C'était vraiment plus une foi, si tu veux, religieuse, qui est motivée par la peur de la mort, la peur du diable, par une angoisse existentielle, que par vraiment ce qu'était l'enseignement premier de Jésus de Nazareth, qui était l'amour du prochain. Si on revient un petit peu à la base de l'évangile, quoi. Et donc, moi, je me suis défait de cette éducation et de cette foi. Enfin, l'éducation, je ne sais pas si on s'en défait vraiment, mais en tout cas, la foi religieuse, je m'en suis défait et ça a été vraiment une libération, quoi. C'est-à-dire que vraiment toute cette culpabilité. Et donc, quand moi, je dis au début du film que, voilà, pour moi... La phrase de Marx, la religion c'est l'opium du peuple, c'est vraiment quelque chose que je me suis approprié, quoi. C'est-à-dire que pour moi la religion ne pouvait être que de l'aliénation. Et donc c'est pour ça que cette histoire de la théologie de la libération, je suis complètement passé à côté, quoi. Alors que pourtant, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Amérique latine et j'y ai passé du temps, j'y ai voyagé. Pendant 10 ans, j'ai animé une émission de musique d'Amérique latine. Mais c'était pour moi comme une dissonance cognitive, quoi. Cette théologie de la libération, c'était un truc un peu bizarre, quoi. Et donc pour moi, c'était des gens qui voulaient juste acheter leur salut, quoi. Mais j'avais pas vraiment cherché à comprendre ce que c'était le sens. Et quand je me suis vraiment penché là-dessus, déjà j'ai compris que j'avais rien compris, et puis ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Je me suis dit, mais ah ouais, non seulement c'est quelque chose qui a été très puissant, mais en plus, est-ce que c'est pas eux et elles qui ont vraiment compris ce que c'est que le sens de l'évangile, quoi. Parce que un truc fort, au centre de la théologie de la libération, c'est que en fait Jésus finalement c'était quelqu'un qui était opposé au pouvoir de son temps, qui était opposé au pouvoir politique des Romains, qui était opposé au pouvoir religieux des grands prêtres, qui était opposé au pouvoir économique des marchands du temple. Et puis et puis surtout qui n'a pas cherché à fonder une église, quoi, qui n'a pas cherché à fonder une institution, quoi, qui vivait dans le dénuement, au milieu des prostituées, des marginaux. C'était quand même une figure assez intéressante, quoi. Et donc, le fait que finalement, quand on voit ce qui est devenu l'Église par la suite, on se dit, mais ouais, quelque part, il y a un retour aux sources qui est vraiment intéressant, quoi. Et donc, il y a eu plein de films pendant les années révolutionnaires, ces décennies révolutionnaires, 60, 70, où on voyait cette participation des chrétiens.
si on revoit tous ces films des militants de lutte contre la dictature, il y a toujours un moment, une séquence de messe où on voit un curé ou une religieuse. Ça, il faut juste le voir. Moi, je le voyais pas. À un moment, j'ai revu ces archives et je me suis dit, mais ouais, en fait, il y a ça, quoi. Et puis, voilà, en tout cas, ce travail rétrospectif sur ce mouvement-là, ça n'a pas été fait, quoi. Patricio Guzmán a fait 2 films autour de la théologie de la libération, mais c'était dans le présent. Il a fait un film sur la résistance des chrétiens à Pinochet dans les années 80, un film qui s'appelle El Nombre de Dios, qui est très peu connu. Et il a fait un film au tout début des années 90 sur les 500 ans de la conquête, qui s'appelle La Cruz del Sur, et qui, voilà, c'est sur un peu la réappropriation du christianisme par les peuples autochtones, avec des théologiens de la libération qui s'expriment. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un regard rétrospectif sur l'importance de ce mouvement dans l'histoire révolutionnaire de l'Amérique latine. Pourquoi personne l'a fait avant moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, si je le faisais pas, personne n'allait le faire, parce que les hommes et les femmes qui ont lutté comme ça au nom de leur foi, ils étaient déjà très très âgés. Beaucoup étaient déjà partis et il y avait une urgence à recueillir leur mémoire. C'est hyper intéressant. En plus, je voulais un peu te poser une question sur est-ce qu'on pouvait appeler ça le cannibalisme culturel, qui est une notion que j'avais vue passer, qui est l'idée de, pour les peuples colonisés, de se réapproprier une culture qu'on leur a imposée dans l'idée de la faire leur avant de se faire avaler par ça. Et je me demandais si le christianisme ou, disons, la théologie de la révolution pouvait être perçue comme ça par certaines personnes, c'est-à-dire une réappropriation d'une religion qu'on leur a imposée pour en faire un outil pour leur lutte finalement et pour leur propre culture. Voilà, je sais pas si... Non, c'est une question très complexe. Parce que, pour ce qui est le rapport au peuple autochtone, par exemple, si on prend la phrase de Marx, la religion, l'opium du peuple, pour eux, ça n'a pas été l'opium, ça a été un poison extrêmement violent, quoi. L'Église a été vraiment complice du génocide indien. Je vous renvoie à la lecture de Bartolomé de Las Casas, quoi, à la controverse de Valladolid. C'est extrêmement violent quand même, cette participation de l'Église au génocide. Mais bon, voilà, 5 siècles de colonisation ont fait qu'effectivement, il y a eu une acculturation très forte. Et ce christianisme, ou en tout cas, effectivement, il y a eu une réappropriation, d'autant que pour la plupart, en fait, ces peuples, ils ont été à des moments laissés à eux-mêmes par le clergé. Et donc, ce qui a permis des expérimentations, ce qui a permis des formes de syncrétisme, et puis et des élaborations, quoi, des inventions, quoi. Et donc, quand il y a un des personnages du film qui existe à travers archives parce qu'il est décédé, qui est l'évêque de San Cristobal de Las Casas au Chiapas, Samuel Ruiz, qui est arrivé au tout début des années 1960 au Chiapas, et qui dit, mais en fait, celles et ceux qui m'ont montré le vrai sens de l'évangile, c'est les autochtones. Enfin, c'est ces peuples-là qui m'ont évangélisé. C'est pas moi qui suis venu les évangéliser, quoi. Et oui, en tout cas, cette rencontre entre cet évêque qui est arrivé avec cette théologie de la libération et qui leur a dit « Non, en fait, vous n'êtes pas là pour souffrir sur terre. Vous n'êtes pas là pour attendre la vie éternelle. En fait, vous avez le droit, mais peut-être même en tant que chrétien, le devoir de vous révolter contre cette injustice. » Ça a donné, en tout cas, ça a été un détonateur de tout un tas de luttes au Chiapas. En tout cas, juste pour terminer sur cette histoire de réappropriation, alors il y a un grand théologien de la libération qui s'appelle Enrique Dussel, qui est aussi un des grands penseurs de la pensée décoloniale, donc c'est pas complètement un hasard. Maintenant, la théologie de la libération, c'est quelque chose qui est né en Amérique latine, mais qui s'est aussi nourri de théologie européenne préexistante, et qui a aussi beaucoup compté sur la participation de prêtres européens, nord-américains, et de religieuses, parce qu'il faut savoir quand même qu'en Amérique latine, il y avait 2 fois plus de religieuses qu'il n'y avait de prêtres, parce qu'il y avait un besoin de clergé à cette époque-là, parce qu'il y avait une grosse explosion démographique, sont venus avec déjà, pour certains, une expérience de la lutte, une expérience politique, notamment des prêtres ouvriers français, belges, suisses, des prêtres espagnols antifranquistes,
qui partaient, qui voulaient quitter cette église espagnole très très conservatrice, notamment des Basques, des Catalans, et qui avaient aussi cette expérience de la lutte et donc qui vont apporter ça là-bas. Donc quelque part c'est comme une espèce de magma comme ça qui s'est retrouvé entre plein d'influences culturelles. Donc c'est tout ça pour dire que c'est difficile de répondre simplement à ta question, mais il y a un petit peu de tout ça. T'as très bien répondu, j'ai trouvé. Donc sur le sujet effectivement que peu de films avaient été faits de façon transversale sur cette période-là, comment toi tu as abordé la question en tant que Français qui s'intéresse à ce sujet-là? Est-ce qu'il n'y avait pas, c'est peut-être un peu rapide de dire ça comme ça, mais un risque de néocolonialisme, en tout cas en tant que Français venir s'intéresser à une histoire qui n'est pas celle de la France et à partir en plus de populations qui ont subi une première colonisation? Oui, c'est une vraie question. Déjà, en tout cas, ce qui est important, c'est que déjà, moi, je pose ma position dès le départ. En tant que Français passionné par l'Amérique latine et athée. Parce qu'il y a aussi toujours... moi, si je regarde dans un programme de festival le résumé du film, je me dis est-ce que ça va pas être du prosélytisme? En tout cas, je pense pas qu'on reçoive le film de la même manière. Effectivement, si on sait que l'auteur ou l'autrice est athée, ou effectivement, voilà. En tout cas, déjà, il y a une première chose, c'est déjà de dire d'où on parle. Et puis en plus, tu as mis l'évangile dans le titre, comme ça, on sait bien que ça parle de religion, quoi. Oui, alors en même temps, l'évangile et la révolution, quoi, qui sont a priori deux notions qu'on n'a pas l'habitude de voir accolées, quoi. Donc il y a cette petite provocation, et je pense qu'au fond, on n'est pas une, mais pour démarrer. Et sinon, deuxième élément de réponse, il y a un peu ce truc de dire ok, peut-être il y a des personnes qui seraient moins légitimes que moi. Alors bon, c'est évident aussi, il y a peut-être plein de gens qui auraient eu cette idée de le faire, mais effectivement, en tant que Français, j'ai accès à quand même beaucoup plus de possibilités de financement que si j'étais cinéaste colombien ou argentin ou salvadorien. Donc ça, c'est une évidence. Pour autant, je veux dire, à un moment, il y a ce truc d'urgence. Je me dis, en fait, si personne ne le fait, voilà. Je crois que ce sera trop tard. Et quelque part, à plein de moments, ça a été trop tard, ce film. Il y a plein d'endroits où je suis arrivé trop tard. Par exemple, je voulais qu'il y ait une séquence autour du Chili. Mais Chili, tout le monde est mort. Presque. C'est-à-dire que le film, il est construit à partir d'expériences vécues. C'est-à-dire que c'est un film historique, mais c'est pas un film historique raconté par des spécialistes, des universitaires. C'est raconté à partir de personnes qui parlent à partir d'elles-mêmes, et moi je tisse l'histoire à partir d'elles et eux. Et le Chili, ça a été tellement violent, la répression après le coup d'État. Voilà, les personnes sont parties en exil, beaucoup ont été assassinés. Et voilà, moi quand je suis parti en repérage là-bas, je voulais rencontrer Mariano Puga, qui était une grande figure de l'opposition à Pinochet, un prêtre qui, quelques mois avant encore mon arrivée, était sur les barricades dans cet immense mouvement social qu'il y a eu en 2019 au Chili. Et il est décédé quelques jours après mon arrivée. Donc il y a ce truc un peu d'arriver trop tard, quoi. Et donc en fait, dernier élément de réponse, c'est pas mon histoire, mais quand même un petit peu, parce que pour moi, cette histoire de l'Amérique latine, c'est une histoire universelle. C'est-à-dire que quand je dis que c'est vraiment été l'horizon révolutionnaire pour beaucoup de peuples, beaucoup de générations, il y avait cette projection comme ça de toutes ces histoires, et puis aussi beaucoup de liens transnationaux. En fait, toutes ces luttes-là, il y a toujours eu un souci justement de travailler la représentation à l'extérieur. Tous les mouvements de guérilla ont produit des films en 16 mm qui étaient après projetés dans les ciné-clubs, dans les syndicats en Amérique du Nord et en Europe. Puis c'est vraiment, il y avait des liens transnationaux de solidarité, des grandes années de la solidarité internationale dans les années 60, 70, 80, qui étaient extrêmement puissants. Et évidemment aussi l'accueil des exilés,
d'Amérique latine, en Europe, notamment en France. Voilà, moi, parmi mes amis les plus chers, il y a José, qui je faisais cette émission de musique dont je vous parlais, qui était voilà, un exilé du 11 septembre 1973. Et quelque part, cette histoire, voilà, elle a été transmise. Et puis ces films aussi militants, ou les films de Patricio Guzmán, moi, qui ont été des choses dont je me sens un peu le récipiendaire de cette mémoire, qui pour moi quelque part c'est pas une appropriation, mais c'est aussi ça fait partie des couches aussi de mon identité, des choses qui m'ont construit. Donc de ce point de vue là, je me sens en tout cas légitime à porter un regard sur cette histoire qui n'exclut pas d'autres représentations, bien sûr. Et du coup, est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images d'archives dans ton film, que tu fais appel à ces archives d'ailleurs, on ne sait pas nécessairement d'où elles proviennent, mais on imagine du coup de films ou de reportages qui ont été tournés sur place par d'autres personnes. Est-ce que c'est pour convoquer aussi finalement toute cette matière qui a été créée avant et qui a fait des liens transnationaux, comme tu dis, pour un peu leur rendre hommage, mais j'imagine aussi pour illustrer ce qui est dit? Alors... Bon, déjà, la première chose avec les archives, c'est de dire que quand on fait un film, c'est que ça coûte cher. C'est qu'il faut payer des droits, et notamment toutes les archives des télévisions occidentales. Je rappelle, voilà, si vous voulez utiliser 1 minute d'image de la télévision française, donc qui vous est vendue par l'INA, c'est 5 000 € pour le cinéma. La RAI, la télé italienne, c'est 6 000. Voilà. La télé allemande vous facture ne serait-ce que pour regarder des reportages. La télé flamande, enfin, voilà, ça coûte cher. Moi, j'ai plutôt essayé d'utiliser à la fois donc ce matériau effectivement de ces films militants, de tous ces cinéastes qui ont documenté la lutte contre les régimes militaires, mais aussi ces films de propagande des guérillas ou des mouvements révolutionnaires au Nicaragua, au Salvador, en Amérique centrale, ou des images de l'armée zapatiste, parce que quelque part dans ces images, il y a vraiment quelque part, on sent ce souffle révolutionnaire, quoi. On sent ce vent de l'époque, et les revoir aujourd'hui, moi, c'est toujours quelque chose qui m'émeut. Et j'avais envie de les travailler, si tu veux, en contraste avec, quelque part, la situation un peu de désarroi dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, parce que le film est tourné depuis le présent, et les personnages du film, je travaille mes entretiens avec eux depuis le présent. On parle depuis cette situation présente, avec ce recul de cette année 2022 où j'ai tourné la plupart de ces entretiens, où il y avait Bolsonaro encore au pouvoir au Brésil, ou en tout cas il y avait ce retour de l'extrême droite en force. Et donc qu'en est-il de ces espérances inachevées? Voilà, donc c'est un peu c'était un peu les contrastes sur lesquels je voulais travailler. Donc ces archives, j'ai essayé de les faire résonner dans le présent, en tout cas avec les images du présent, travailler les articulations, et faire que, quelque part, en tout cas, leur écho puisse encore nous ébranler. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que le film est tourné au présent et qu'à l'intérieur, il y a ces images finalement du passé, parce qu'au final, même dans les scènes que tu tournes au présent, tu fais quand même beaucoup appel au passé. Je pense à je sais plus si c'est un prêtre, mais que tu interviews dans la prison dans laquelle il a été enfermé, ou notamment aussi la scène où tu vas aller filmer des corps qui sont exhumés, qui sont des corps du passé, du coup, qui ont été assassinés. Et donc même dans les scènes que tu tournes, finalement, on a toujours cette coexistence de temporalité. Et puis on voit d'ailleurs dans la scène du village que la mémoire de ces événements-là est en combat aujourd'hui, parce qu'il y a 2 personnes qui... je ne sais pas si on pourrait les appeler des négationnistes, mais en tout cas remettent en cause l'idée que ce serait l'armée qui aurait fait ces massacres-là, ou que c'est plutôt la faute des révolutionnaires. En tout cas, il y a des discours, on voit qu'il y a un combat de discours autour de cette mémoire-là. Bien sûr. Moi, ça, je pense que c'est une séquence qui est importante dans le film. C'est donc au Salvador, il y avait eu à l'époque une enquête en cours sur un massacre qui a été commis dans un village qui s'appelle El Mozote, où il y a plus à peu près un millier de civils qui ont été assassinés par des paramilitaires, mais qui étaient une espèce d'escadron de la mort pour faire les basses œuvres du gouvernement, du régime militaire.
Et c'est considéré comme le plus grand massacre de l'histoire de la guerre froide en Amérique latine. Et il se trouve que quand on était dans la région, donc en train de tourner, il y avait des fouilles justement pour retrouver des cadavres dans le cadre de cette enquête. Et c'était des fouilles qui étaient dirigées par un groupe très connu qui s'appelle Antropologia Forense, qui sont des gens qui ont développé une expertise à partir justement de la recherche de disparus en Argentine et qui ont acquis une reconnaissance au niveau mondial, qui ont cherché des charniers, des fosses communes en Bosnie-Herzégovine, au Rwanda, au Cambodge, au Chili évidemment, et donc là au Salvador. Et donc oui, c'est toute cette mémoire de la dictature qui est enfouie et qui, dans la plupart des pays d'Amérique latine, en fait, n'a jamais été vraiment reconnue, a toujours été posée sur une chape de plomb, parce que dans la plupart des pays d'Amérique latine, voilà, il y a eu des lois d'amnistie, justement, pour les crimes des dictatures. Les dignitaires sont devenus des notables, n'ont jamais été inquiétés. Et donc cette mémoire n'était pas enseignée dans les écoles, enfin qu'il y a une méconnaissance qui est terrible de la part des générations présentes sur ces crimes. Donc c'est pas complètement un hasard si très probablement l'extrême droite va revenir au pouvoir au Chili, parce que cette histoire n'est pas connue. Et donc dans le cas du Salvador, le président actuel, Nayib Bukele, qui est quelqu'un qui se présente comme le dictateur le plus cool du monde, mais qui est absolument pas cool, et qui, dans son projet politique, en tout cas, effectivement, de faire table rase du passé, et qui a finalement enterré cette enquête avec pour pas se fâcher avec les militaires. Et donc dans cette séquence, il y a un petit peu tout ça qui est finalement en assez peu d'images, en assez peu de temps qui est exprimé, et avec les avocats des tortionnaires qui étaient là. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle les cadeaux du réel, quoi. C'est-à-dire que c'était pas spécialement prévenu, mais ils étaient là pour être témoins des fouilles. Ils s'ennuyaient beaucoup et ils nous ont fait comprendre qu'ils seraient quand même très très heureux qu'on s'intéresse à eux. Et voilà, moi je livre ça aux spectateurs, aux spectatrices sans plus de commentaires. Je laisse leur parole brute parce que je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. C'est effectivement un discours, qui est négationniste, quoi, qui nie vraiment la réalité de ces crimes, et puis qui finalement accuse l'Église d'être responsable de tous les massacres qu'il y a eu, parce que soi-disant elle aurait armé ces paysans, alors que c'est absolument pas ça qui s'est passé. Et puis même de dire que c'est parce qu'ils ont été armés que du coup ils se sont fait tuer. Enfin, je sais pas, il y a un retournement de la victimisation qui est assez... Enfin bref. Ouais, c'est des drôles de raisonnements, on est d'accord. Oui. C'est un raisonnement qui revient un peu plus tard aussi pour le Chiapas, je crois, où on va accuser l'Église d'avoir... Oui. C'est-à-dire que faut bien comprendre que ce moment où une partie de l'Église, qui est toujours restée assez marginale, assez minoritaire, quand même, faut être clair, mais malgré son influence comme ça sur les mouvements sociaux, a rompu le pacte entre l'Église catholique et puis finalement le pouvoir. Ça a été quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant pour les élites, pour les oligarchies, quoi. Et c'est pour ça qu'en 69, un rapport états-unien disait attention, la théologie de la libération, c'est plus dangereux que le Parti communiste. Parce que voilà, on sait très bien le pouvoir mobilisateur de la religion. Et si, en tout cas, ce qu'ils appelaient les communistes arrivent à se faire de l'Église un allié, ça va très mal se passer. Et donc, il va y avoir des Cubas partout, quoi, finalement. Parce que la révolution cubaine était très anticléricale aussi. Et donc, il y avait ce truc, évidemment... je pense que la majorité du peuple cubain était chrétien, mais quand on s'engageait dans la guérilla à Cuba, fallait pas trop la ramener avec sa foi religieuse, quoi. La théologie de la libération dit non, en fait, on s'engage pas dans les révolutions en dépit du fait d'être chrétien. Non, au contraire, c'est parce qu'on est chrétien qu'on s'engage dans les révolutions. Et donc, ce renversement, il faisait très peur. Et c'est pour ça qu'il y a ce discours du pouvoir de dire ah ouais, attention, d'une part, ce sont de faux prêtres,
ce sont de fausses religieuses, ce sont des infiltrés marxistes dans l'Église, ce qui n'est absolument pas vrai. D'ailleurs, ils ont été peut-être mis au placard, mais en tout cas, ils n'ont jamais été excommuniés. Et puis, quelque part, ce sont eux qui manipulent les masses. Alors que c'est pas non plus ça qui se passait. En fait, c'est effectivement les religieux, les religieuses, le clergé engagés dans ces luttes disaient voilà le chemin, voici les valeurs que nous défendons, voici ce que dit l'Évangile. Mais c'était pas elle et eux qui dirigeaient les mouvements. Ça restait les militants, les militantes qui dirigeaient les mouvements. D'ailleurs, on le voit très bien quand tu vas interviewer des personnes qui faisaient partie du mouvement des Centaires, je crois, qui dit mais les prêtres ne nous dirigeaient pas, ils venaient nous apporter quelque chose qui nous rassemblait et qui nous donnait foi, mais c'était nous, les militants, qui dirigeons. C'est ça, ouais. Bah, c'était important de le rappeler. Quelque part, ça fait écho à ce qui est dit dans cette séquence au Salvador. Moi, j'aime bien, pour pas faire, même si voilà, c'est un film qui est relativement classique dans sa forme, mais pas être sur des logiques de montage où il y a une question qui est posée, vous avez les réponses dans le plan d'après, quoi. J'aime bien que quelque part, le spectateur, la spectatrice puissent faire leur chemin et que les réponses ne soient pas cousues de fil blanc et puis que ça intervienne peut-être à d'autres moments du film et que finalement il y a un travail à faire en tant que spectateur pour reconstituer le puzzle, quoi. Surtout que par rapport au communisme, tu montres plusieurs personnes qui sont accusées d'être marxistes ou communistes et qui disent mais moi j'étais pas du tout ça, c'était justement comme c'était la religion avec la citation de ce prêtre qui est vraiment c'est incroyable, c'est quand je donne à manger à un pauvre on m'appelle un saint, mais quand je demande pourquoi il est pauvre on me traite de communiste. De toute façon, en Amérique latine, dès que vous commencez à revendiquer des droits, vous êtes un communiste. C'est-à-dire que c'est pour les élites politiques et économiques, c'est absolument insupportable qu'on puisse revendiquer des droits. Donc c'est très très vite fait de vous mettre dans cette case. Alors parmi les chrétiens et chrétiennes qui se sont engagés dans les luttes révolutionnaires, je pense que c'était pas forcément très clair pour tout le monde ce que ça impliquait. Il y en avait qui étaient, je pense, clairement dans une optique marxiste-léniniste. Il y en a d'autres, ça voulait dire la révolution, ça voulait dire en tout cas renverser la dictature et revenir à un régime de démocratie libérale. Mais je pense que pour la majorité d'entre elles et eux, c'était plutôt l'idée d'une troisième voie. Qui était très populaire à l'époque. On était dans l'idée du désalignement, de quelque chose en tout cas qui était peut-être incarné par l'expérience d'Allende, mais en tout cas il y avait cette idée que on peut pas sacrifier la liberté à l'exigence de justice sociale, que les deux doivent aller de pair. Et puis par ailleurs, par rapport au parti communiste de l'époque, qui était quand même très très centralisateur, très très autoritaire, il y avait dans la théologie de la libération, moi, quelque chose qui me touche beaucoup, c'était quelque chose de presque libertaire en fait, quelque chose d'extrêmement horizontal, parce que en fait ça reposait énormément sur la discussion collective, ça reposait énormément sur l'idée finalement des petits groupes qui s'organisent, et il y avait une critique de l'autoritarisme, de la verticalité, de la hiérarchie et de l'institution d'une manière générale, moi que je trouvais très très original pour l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu ça aussi dans le courant du troisième cinéma, qui avait aussi, qui prend ses racines plus ou moins au même endroit, qui avait aussi cette idée que un film devait générer des discussions collectives, qu'un film ne se voyait pas tout seul. Est-ce que tu voyais un peu des liens entre ces choses quand tu faisais ton film, parce que c'est quand même, ça a beaucoup impacté le cinéma d'Amérique latine, le troisième cinéma quand même. Alors je connais pas la ref, comme disent les jeunes. C'est un cinéma qui se voulait un cinéma révolutionnaire, qui a été fait par beaucoup de collectifs, et il y avait un manifeste, et notamment le film qui est L'heure des Braisiers, je crois que ça s'appelle, et qui se voulait un cinéma coup de poing en fait, et où du coup les images ne sont pas montées dans une narration classique linéaire, et c'était souvent des projections clandestines qui étaient faites dans des pays où c'était censuré et qui généraient parfois des manifestations ou des émeutes à la fin du film. C'est un gros cinéma révolutionnaire dont on peut encore s'inspirer aujourd'hui. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y avait énormément de porosité en tout cas entre quelque part l'innovation culturelle et l'innovation politique à cette époque, ça c'était sûr, et que la théologie de la libération c'était autant un mouvement religieux, un mouvement social, un mouvement politique, et qu'un mouvement culturel qui a embarqué tous les arts, notamment la peinture et la musique d'ailleurs, peut-être plus encore que le cinéma.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'il y avait à cette époque-là une pratique du cinéma qui était révolutionnaire, on peut dire, parce qu'il y a pas mal d'archives que tu utilises qui ont un aspect très cinématographique, je trouvais, où on sent vraiment qu'il y a un cadreur, pour dire, derrière le plan. Notamment, je pense à cette scène où il y a, je crois que c'est le mouvement des Sans-Terre qui sont face à l'armée sur une butte de terre, et il y a vraiment un caméraman qui est entre les deux, qui filme les deux camps, comme ça. Est-ce que, toi, où tu as trouvé ces images-là? Est-ce que c'était une pratique des militants de l'époque de faire du cinéma? Alors là, le film dont tu parles a été réalisé par une réalisatrice brésilienne qui s'appelle Tete Moraes. Et c'était un film, bizarrement, qui a été assez bien produit. C'est-à-dire qu'elle avait en fait de l'argent de la Globo. Alors elle a tourné à une période en fait de transition, c'est-à-dire que c'était la fin de la dictature au Brésil s'est pas mal étirée. Et donc là, on était un peu dans cette transition-là au début des années 80. Et donc, elle a suivi ce mouvement-là. Et donc, bon, elle avait quand même, en tout cas, l'argent déjà pour tourner en 16 mm. Et effectivement, il y avait un chef opérateur de cinéma qui cadre cette lutte. Voilà, c'est pour ça que c'est en tout cas beaucoup mieux que l'aurait fait sans doute la télé. Quoique, il y a des images de la télé de cette époque où voilà, les techniciens, les techniciennes venaient du cinéma. Donc, c'était pas non plus la même facture qu'aujourd'hui. En fait, après, faut savoir que faut se demander un peu aussi d'où viennent les. Bon, par exemple, le Chili, les images de Patricio Guzmán, en fait, il y avait très peu d'accès quand même à avoir de la pellicule. Donc, si Patricio Guzmán le rappelle, s'il a pu tourner la bataille du Chili, c'est parce qu'il y a Chris Marker qui lui a donné de la pellicule. Donc il y avait quand même très peu de gens qui avaient accès à du matériel. Donc je dirais qu'en tout cas sur tous ces films, il y a une bonne partie aussi qui sont tournés par des étrangers. Par exemple, toutes les images au Nicaragua, c'est une bonne partie, ça vient d'un cinéaste australien qui s'appelle David Bradbury. Et sinon, c'était des images de propagande qui étaient plutôt financées par les actualités cubaines. Voilà, au Salvador, je pense que c'était aussi alors c'était des cinéastes costariciens, mais il devait avoir aussi de l'argent de Cuba pour filmer la guérilla et envoyer ça, montrer ça en Europe, aux États-Unis, pour susciter des mouvements de solidarité et mettre l'opinion publique du côté de ces luttes-là, quoi. Ah oui, moi je me demandais par rapport aux images que tu as filmées toi, toujours il y en a deux qui me restent beaucoup en tête. Il y a celle où tu es dans une église et où il y a quelqu'un qui vient cacher finalement toutes les images qu'on pourrait associer, j'imagine, à la théologie de la libération. Et pas longtemps après ça, tu filmes, tu parles de l'échec du mouvement sandiniste au pouvoir et comment en fait la révolution est devenue, a été récupérée finalement par le système capitaliste. Et on voit c'est horrible, c'est cette image du révolutionnaire fait de cette énorme statue un peu en paillettes. Et tu vois que c'est devenu un objet désirable dans les critères de beauté du capitalisme. Et je me demandais comment est-ce que tu avais tourné ces images-là? Est-ce que tu es allé dans ces pays en te disant je vais me promener et essayer de voir des marques de choses qui sont en rapport avec mathématiques, ou est-ce que tu avais déjà repéré les lieux? Comment ça s'est un peu passé ce tournage d'images? Alors, moi j'ai commencé à repérer en 2018. Entre 2018 et 2020, j'ai fait 5 ou 6 allers-retours en Amérique centrale, au Brésil, au Mexique, au Chili. Donc il y a quand même eu très nombreuses semaines de repérage. Voilà, qui ont permis d'écrire le film, effectivement, de faire un genre de casting, pour être clair. Et là, la séquence auquel tu fais référence donc au Nicaragua. Donc il y a d'abord cette séquence dans une église. Alors c'est l'église du Riguero à Managua. Et donc il y avait ces fresques qui ont été peintes par un peintre italien avec des jeunes du quartier, donc dans les premières années de la révolution sandiniste, qui faisait partie de tous ces chrétiens qui sont venus au Nicaragua parce qu'ils voulaient participer à la révolution. Donc il a fait ces fresques qui sont dans des bouquins d'histoire de l'art aujourd'hui, quoi. Voilà, ce sont vraiment des thèmes bibliques, mais à la sauce révolutionnaire, quoi. Elles sont quand même très saisissantes. Mais cette église a été récupérée par le diocèse. Avant, elle était dirigée par des franciscains, et donc comme ils ne pouvaient pas les détruire parce que ça fait partie du patrimoine national, ils ont mis pudiquement des rideaux dessus.
Et moi, je m'étais dit que c'était quand même très parlant sur la chape de plomb qu'a posé le Vatican sur ce mouvement-là. Et je voulais mettre en scène le peintre qui habite toujours à Managua avec ses peintures et ses rideaux, voilà, qui pourrait peut-être provoquer même une discussion avec le prêtre de cette église qui déteste ces peintures. Mais voilà, le Nicaragua, en fait, aujourd'hui, c'est une dictature extrêmement dure. Et dans laquelle les journalistes ne peuvent plus rentrer, enfin la presse ne rentre plus, donc c'était absolument inimaginable pour nous de rentrer avec des caméras, donc on a dû rentrer clandestinement avec le chef opérateur. Donc en extérieur on tournait avec un iPhone, et voilà, moi les personnes que j'avais rencontrées en 2018, en 2022 elles voulaient plus s'exprimer parce qu'elles avaient trop peur de la répression, et bon, elles avaient raison. Les 2 seules personnes qui s'expriment dans le film sont parties après. Et sur cette histoire de décor, en fait. Alors, la révolution sandiniste, ça a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, les sandinistes ont joué le jeu des élections libres, ils les ont perdues, ils ont rendu le pouvoir. Voilà, c'est une expérience qui aura été passionnante à bien des aspects, extrêmement frustrante parce que les États-Unis leur ont pourri la vie, ils leur ont empêché finalement de vraiment mener au bout cette expérience, et on ne pourra jamais vraiment en tirer le bilan. Et Ortega, donc, qui était le leader de cette expérience, quelque part a fait le ménage dans le parti sandiniste. Il a à peu près viré tout le monde et il est revenu au pouvoir, et puis après, petit à petit, il a installé un régime autoritaire qui n'est ni socialiste ni chrétien. Voilà, au mieux, on aurait pu dire social-libéral. Je dirais plutôt clanique, clientéliste, mafieux. Et puis oui, il essaie d'utiliser en tout cas les symboles révolutionnaires comme un capital politique qui s'est approprié, mais qui, moi je pense en tout cas, c'est un rapt quoi, de cette mémoire. Donc je sais pas, pour moi ça fait penser vraiment à du carton-pâte quoi. C'est vraiment un décor complètement désincarné, et on l'a filmé comme ça quoi. Et je pense que ça, on le comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots quoi. Oui, l'image est vraiment forte, tu vois, la dévitalisation de la révolution quoi. Mais pour revenir un peu sur le... tu parlais tout à l'heure que le film est fait au présent. Oui. Je pense que c'est pas anodin de faire un film sur ce sujet-là aujourd'hui. Tout simplement pourquoi qu'est-ce que toi aussi quel lien tu peux tirer entre le présent et ton film-là? Quel intérêt aussi de parler de ce sujet-là maintenant, comme tu le fais? Alors, moi, si je me suis lancé là-dedans, c'est quand même que j'avais l'intuition que ces hommes et ces femmes avaient quelque chose à nous apprendre, avaient quelque chose à nous transmettre pour le présent, quoi, et toute cette espèce de marasme dans lequel on est plongé. Et j'ai compris en faisant le film, j'ai lu un bouquin d'un philosophe italien d'inspiration marxiste et chrétienne qui s'appelle Enzo Traverso. J'ai compris un peu ce que je faisais en lisant ce livre. J'ai compris quelle était ma place, quel était mon regard. En fait, donc c'est un livre qui s'appelle La mélancolie de gauche. Et Traverso, il explique qu'il y a ce site particulier à l'histoire des luttes sociales, à gauche, l'histoire des luttes révolutionnaires, qu'il y a toujours la place des luttes perdues, la place des défaites, et que c'est pas du tout vu comme quelque chose de plombant, de mortifère. Au contraire, c'est quelque chose dont il faut se rappeler parce que elles sont là pour nourrir les luttes présentes et à venir. Ces espérances inachevées, il écrit. La Commune de Paris, par exemple, l'insurrection spartakiste. Bon, je ne vais pas toutes les citer. Et qu'est-ce que c'est finalement que cette histoire révolutionnaire de l'Amérique latine au XXe siècle? C'est ça. Il y a un personnage vers la fin du film, donc, et ce prêtre Giulio Lancelotti, qui dit voilà, moi je suis invaincu. Et ça, moi, c'est quelque chose que c'est pas la première fois que je l'entends de la part de cette génération qui a cru que de son vivant, il et elle allaient voir le renversement de l'ordre social. Ça n'est pas advenu.
non pas qu'ils aient échoué, comme j'entends parfois. Chaque fois qu'on me dit dans la salle l'échec, non, pas l'échec, c'est la défaite. La défaite, ça veut dire qu'ils ont perdu, ça veut dire qu'ils ont été écrasés. Écrasés par une répression d'une force qui est inimaginable, quoi. Et donc, est-ce que cet échec-là, en fait... non, pardon, cette défaite-là, je viens de me contredire. Est-ce que en quoi il peut, quelque part, nourrir les luttes présentes et à venir ? Et bon, il y a plein d'héritages, moi, que je trouve passionnants. Effectivement, il y a cette exigence à la fois de ne pas sacrifier la liberté à l'égalité. Il y a ce travail de la base, ce travail de l'horizontalité. Il y a cette façon aussi de jamais renoncer au sens critique. Et puis, il y a la fidélité. Donc, à la fin, il dit, Lancelotti... on va continuer à se battre, même si on est les vaincus de l'histoire, par fidélité. Donc lui, il dit la fidélité à l'évangile. Mais pour les athées, c'est la fidélité à ses valeurs, en tout cas à l'idée qu'on puisse faire de la justice, de ce que c'est qu'un ordre social qui soit juste. Et ça, je pense que cette ténacité, quelque part, moi, parce que je sens quand même autour de moi beaucoup de découragement chez les militants, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, quelque part, moi, ce qu'on me renvoie des projections, c'est qu'il y a quelque chose d'assez exemplaire dans ces personnages de ce film, qui, elles, nous renvoient un désir de continuer à se battre, malgré leur âge. C'est-à-dire que la plupart de ces personnes ont quand même pratiquement 80 ans, voire plus, et ils ont toujours cette flamme en eux. Et ça, moi, c'est quelque chose... ça a été, je pense, aussi peut-être un des choix déterminants dans le choix de ces personnages au tournage et au montage, quoi. Cette présence comme personne encore en lutte, quoi, qui ne renonce pas. Hasta la muerte, quoi, comme on dit là-bas. C'est vrai qu'en voyant le film, le film s'ouvre sur la citation de Marx, presque, la religion et l'opium du peuple. Et moi, j'ai eu cette idée en regardant le film que presque la religion est presque la théologie de la libération est aussi la religion est presque un opium pour la théologie de la libération, où ils sont sortis de l'aliénation de la religion, mais par un autre chemin que celui de Marx, parce que dans sa citation, il dit que le chemin hors de l'aliénation, la religion, c'est le communisme. Et parce que ce qu'il explique, c'est que c'est les conditions de vie qui mènent les gens à la religion, et que si on améliore les conditions de vie, ils auront plus besoin de la religion. Et eux, ils sortent par une autre direction, mais j'ai l'impression qu'ils sortent aussi d'une aliénation à ce moment-là avec la théologie de la libération. Alors, moi, on m'a dit, on m'a dit il y a quelques jours, une personne m'a dit non, mais en fait, alors, il retrouvait plus qui avait dit ça, mais je pense que ça m'a donné envie de chercher. c'est pas la religion, l'opium du peuple, c'est l'institution. C'est la religion faite institution. Et encore une fois, Jésus n'a jamais voulu fonder d'église. C'est venu bien après, ça. Au départ, ce qu'on n'appelait même pas les chrétiens étaient des petits groupes de croyantes, de croyants, et qui étaient, en tout cas, qui vivaient la fraternité et l'égalité, quoi. Et juste pour revenir à Marx, effectivement, chez Marx, il y a cette idée que finalement la religion est un archaïsme, quoi, et que quand on sera arrivé à ce stade historique de la société sans classe, elle va tomber d'elle-même. Bon, je pense que aujourd'hui, rétrospectivement, c'est une erreur, quoi, évidemment, quoi. Et d'ailleurs, Fidel Castro l'a reconnu, quoi. C'est-à-dire que Frei Beto, qui apparaît dans le film, a beaucoup discuté dans les années 1970 avec Fidel Castro. Ils ont écrit un livre ensemble, justement, où Castro reconnaît que ça a été une erreur historique, en fait, cette mésalliance avec les chrétiens, et qu'au contraire, il faut travailler cette alliance-là. Donc vraiment un changement de regard par rapport à ça. Mais Frei Beto, d'ailleurs, il dit, parce qu'on lui a dit, il raconte dans ses mémoires de prison, que ces tortionnaires lui disaient mais toi, comment tu peux vouloir être révolutionnaire alors que Marx a dit que la religion était l'opium du peuple? Et puis il dit mais non, mais c'est la bourgeoisie qui en a fait l'opium du peuple.
C'est pas la religion, la religion en soi. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, les personnes que j'ai reconnues, alors, déjà, en plus, Marx, si on veut vraiment aller au bout, non, mais si on veut vraiment aller au bout, quand il dit opium du peuple, c'est pas si négatif que ça. Oui, quoi. c'est C'est-à-dire l'illusion, en tout cas, ou l'anesthésiant de l'opium. Ouais, mais presque quelque chose d'assez doux, quoi. Quand même, il le dit pas avec malveillance, quoi. Il le dit comme ça. Je crois qu'il dit exactement que, comme le monde est à l'envers quelque part, comme le monde, l'ordre social est à l'envers de ce qui devrait être, et quelque part, la religion elle remet un peu les choses à l'endroit et ça permet de rendre la vie supportable, quoi. Ouais, il dit un truc, c'est la religion, le soleil qui tourne autour de l'homme, tant qu'il n'a pas compris qu'il gravite autour de lui-même ou quelque chose comme ça. Il y a aussi quelque chose de lumineux. Le soleil, c'est pas que c'est aveuglant, mais c'est aussi lumineux. Et il dit aussi que c'est le soupir de la créature opprimée. Oui, exactement. Quoi. Enfin voilà. Donc c'est quand même un peu plus complexe que l'interprétation qu'on en a faite, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, les personnes que j'ai rencontrées, pour elles, en tout cas, leur foi chrétienne, c'est un moteur d'émancipation. Et ça, et sans cesse réinterrogé. C'est-à-dire que jamais une fois, c'est-à-dire que c'est toujours remis en jeu, quoi. Et ça, ça m'a interpellé, quoi. Moi, je m'étais dit, pour moi, c'était catholicisme, c'est vraiment ce truc, la vérité établie, quoi, la vérité universelle. Et puis après, c'est bon, t'es tranquille, quoi. J'avais rencontré le recteur de l'université jésuite à San Salvador, où il y avait eu un massacre de fin des années 80 de plusieurs prêtres jésuites espagnols et leur personnel de maison. Et je lui demandais, mais c'est quoi, ça sert à quoi une université jésuite ? L'université jésuite, ça sert à construire le sens critique. Voilà. Dans les valeurs chrétiennes. Mais c'est d'abord le sens critique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très fort. Juste un dernier truc pour finir. Nous, je pense qu'en France, et les autres pays d'Europe, il y a cette truc très important qu'on a appelé l'éducation populaire dans la formation politique de tout un tas de générations de militants. Et ça passait beaucoup par le Parti communiste à l'époque, quoi. Bon, en Amérique latine, c'est beaucoup passé par l'Église. Quand je parlais du présent, ça me revient en tête, mais parce que je pense qu'il y avait peut-être aussi aujourd'hui, je vais reprendre cette question, quand je parlais du film au présent, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en France, la religion, le christianisme est une énergie réactionnaire. On parle par exemple de Bolloré qui, lui, par exemple, active beaucoup le christianisme comme énergie réactionnaire. Et c'est vrai que ton film aussi, dans ce présent-là, vient dire non, en fait, la religion, ce n'est pas que des réactionnaires, ce n'est pas qu'une idée rétrograde, c'est aussi une idée révolutionnaire. Si on prend en tout cas l'Église catholique, elle est traversée par des conflits extrêmement puissants et depuis toujours. Et effectivement, et puis elle réunit des personnes qui balayent complètement le spectre politique. Effectivement, dans les temps présents, il y a vraiment un retour de la réaction extrêmement fort. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je suis heureux de voir des jeunes chrétiennes qui viennent aux projections du film et qui ont envie de réactiver, en tout cas, cette tradition. Et pas seulement la théologie de la libération, il y a eu d'autres choses. En tout cas, de se réinscrire dans cet héritage-là pour lutter pied à pied avec ces tendances réactionnaires. Et j'ai vraiment envie de les encourager. Oui, puis ça montre bien la différence, comme tu dis, entre l'institution et l'espèce de fétichisation de certains gestes religieux et plutôt la foi comme projet politique de vivre ensemble. Et d'ailleurs qu'on voit tellement bien dans le film avec ce moment où on voit le pape qui a une espèce de, je sais pas, je vais appeler ça un brocoli qui balance vers les gens. Et ça n'a aucun sens. Et avant ça, tu as vu des images de prêtres qui allaient rejoindre des mouvements révolutionnaires qui aidaient des gens. Et après, là, tu as un peu le grand chef de l'église avec son petit brocoli. Et tu fais, ça n'a... T'as un rejet du fétichisme de la religion. La religion, c'est pas aller à la messe, c'est pas prier, en tout cas, c'est. Comme je vous disais, j'étais féru de musique d'Amérique latine. Il y a une chanson d'un chanteur vénézuélien qui s'appelait Ali Primera, qui a écrit une chanson qui s'appelle Ya no basta rezar. Ça veut dire il ne suffit pas de prier. Et donc il dit il suffit pas de prier, c'est parce que le pilote qui monte dans son avion pour aller bombarder les pauvres enfants du Vietnam, il fait sa prière avant. Donc, bon. Et moi j'avais toujours pensé que c'était une chanson anticléricale. Et quand je suis allé au Salvador, je rencontre des communautés ecclésiales de base et qu'est-ce qu'ils chantent ? No basta rezar. C'est-à-dire que
leur foi, en fait, oui, ça veut pas dire qu'il faut pas prier, mais c'est-à-dire que ça suffit pas, quoi. Être chrétien, si c'est pas rester comme certaines saintes du Moyen-Âge toute leur vie dans une tour à prier pour le salut de l'humanité, ça n'a aucun sens, quoi. Non, être chrétien, c'est d'abord des actes en faveur de l'avènement du royaume. Et ce royaume, c'est une société de justice, d'égalité, de fraternité. Mais tu disais tout à l'heure en rigolant que quand tu vas pisser que Dieu te regarde, mais il y en a une qui, je me rappelle plus son prénom, mais qui parle de ça, où elle dit tu peux pas offenser Dieu. Dieu n'est pas cette chose petite que tu peux offenser. Donc tes actions personnelles à toi, Dieu il s'en fout entre guillemets. Et ce que tu dois travailler, c'est effectivement l'avènement du royaume. Mais c'était seulement si je l'avais rencontrée elle quand j'étais petit. Malia Lopez Vigil, elle est incroyable. Mais d'ailleurs, elle a fait elle répond vraiment aux questions que moi je me posais quand j'étais enfant. Elle a écrit un livre d'interviews avec Jésus. Et donc c'est évidemment que Jésus qui revient donc là je sais pas quand elle a écrit ça, dans les années 80, qui revient sur Terre et puis qui regarde un peu ce qui se passe et puis voilà, l'interview comme et c'est vraiment toutes ces questions, toutes ces absurdités que je savais pas formuler dans ma tête d'enfant au catéchisme ou même adolescent, que là elle met le doigt dessus et puis en fait il y a des réponses à ça, quoi. Et bon, c'est en tout cas cette théologienne cubaine que j'ai filmée au Nicaragua, c'est quelqu'un en tout cas qui marque beaucoup les spectateurs et les spectatrices. Et d'ailleurs, tu parlais des réactions que les spectateurs chrétiens pouvaient avoir. Est-ce que moi, ça m'intéressait de savoir quelle réaction tu as eues de la part de ce public de façon générale. Alors, bon, faut déjà rappeler quand même, quand on fait un film qu'on projette en public, les gens qui n'aiment pas viennent très rarement te le dire. C'est dommage, mais voilà, en tout cas, il y a quand même un filtre. Et j'ai parfois eu des catholiques conservateurs qui ont émis des critiques à la fin du film, de façon très très courtoise d'ailleurs, et ça a plutôt donné lieu à des discussions intéressantes. Mais bon, en fait, c'était un peu sur ce truc d'essayer de défendre Jean-Paul II en disant ouais, mais bon, en gros, quelque part, il avait quand même raison de lutter contre le bloc soviétique, parce que quelque part, voilà, tous ces mouvements de guérilla, c'était peut-être bien sympathique, mais bon, au final, ça aurait donné l'URSS, quoi, qui n'est pas forcément un idéal d'émancipation. Là-dessus, on est complètement d'accord. Mais voilà, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait aussi quelque part, je pense en tout cas, dans tous ces mouvements de lutte, l'idée d'une troisième voie et effectivement de s'émanciper du bloc soviétique et de fabriquer, en tout cas, d'essayer vraiment d'arriver à cette société socialiste qui soit pas non plus une négation de la liberté individuelle, quoi. Et par rapport à la réaction des chrétiens. Oui, et donc et voilà, donc ça c'est souvent en tout cas la réaction du public un petit peu plus conservateur. Et sinon, en tout cas, pour ceux qui s'inscrivent dans un catholicisme plus ouvert ou de cette tradition aussi qu'on appelle le catholicisme social, vieille génération qui était à l'action catholique ouvrière par exemple, voilà, c'est quelque chose qui fait extrêmement écho à des liens très forts avec l'Amérique latine. Il y avait, voilà, dans toutes les paroisses il y avait des collègues de solidarité parce que ces religieux, ces religieuses qui revenaient en Europe, ils venaient témoigner de cette situation. Il y avait des gens qui viennent me voir, mais moi j'ai participé à la collecte du café au Nicaragua. Il y avait aussi l'accueil des exilés. Hier il y avait un Chilien qui disait bah oui, nous en fait quand on arrivé en France, bah oui, on a été accueillis par des religieux, des religieuses, et puis quand on a pu repartir au Chili, et ben on a rencontré des prêtres français là-bas. Enfin, il y avait énormément de liens comme ça, donc il y a toute cette histoire qui remonte, et ça, je trouve ça, moi je trouve ça très beau. Mais globalement, il y a en tout cas, parce que certaines personnes trouvent le film pessimiste. Moi, je suis pas d'accord, mais je suis d'accord. Voilà, je parlais de mélancolie, il y a une forme de mélancolie dans ce film. Mais en tout cas, c'est un film qui est tourné vers l'action. Et en tout cas, j'ai vu la plupart des chrétiens qui ressortent plutôt rassérénés, quoi, en disant voilà, ces gens sont dans le vrai sur le rapport à l'évangile, quoi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. La théologie de la libération n'est pas un mouvement fondamentaliste, au sens où c'est vraiment pas du tout une interprétation littérale des Écritures. Au contraire, c'est une interprétation très contextuelle, vraiment ancrée à partir de la réalité. Par contre, c'est un mouvement radical au sens de ce qui va à la racine. Et la racine, c'est quoi quand on est chrétien, c'est l'évangile, c'est la vie de Jésus de Nazareth, et c'est d'essayer de s'inscrire le plus possible dans ses pas, quoi. Ce qui est marquant, c'est justement avec Jean-Paul II, c'est que
ils sont surpris, ils sont choqués de sa réaction parce qu'ils pensent faire, ils pensent faire ils pensent respecter l'évangile dans ce qu'ils font, dans leurs actions. Et c'est justement quand il vient dire qu'ils ne devraient pas le faire, il y a je pense, une surprise de leur part aussi, un choc. La part de qui? Du public qui vient le voir et Au Nicaragua? Oui. Ah, alors, ouais. En fait, parce que là, donc, tu fais référence donc Jean-Paul II est venu à Managua pendant la Révolution sandiniste en 83 et sur scène, il condamne la révolution, voilà, et surtout, il met très en colère le peuple parce que c'est le contexte de la contre-révolution de Reagan et tous les jours, il y a des morts, en fait, et notamment des jeunes volontaires qui sont assassinés par ces milices, en fait, qui sont les anciennes milices de la dictature. Et en fait, il y a eu une demande explicite faite à Jean-Paul II de dire quelques mots pour les jeunes qui ont été assassinés. Et donc, il y a les maires qui sont au premier rang avec les photos, et Jean-Paul II refuse de donner ces mots. Et donc, à mesure que les gens comprennent qu'il n'y va pas avoir ces paroles, la colère gronde et la messe est interrompue. Donc c'est ça, ouais, en fait, cette incompréhension terrible en fait qui s'est jouée ce jour-là, quoi. Moi, et peut-être comme ça, on termine gentiment, parce que je pense que tu vas bientôt devoir aller à la fin de ta projection. Dans un truc, on va dire un petit peu plus... je ne sais pas si c'est si idéaliste ou naïf, mais moi, j'ai fait un peu, sans faire exprès, une sorte de parallèle avec le cinéma en regardant ton film. Bon, déjà, parce qu'un film, ça parle toujours un peu du cinéma, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de liens entre la religion et les arts, ne serait-ce que en Europe, où en fait, quand il y a une perte de foi dans l'église, on a un peu reporté cette foi sur les artistes. Et bon, bref, moi, je me suis dit un peu tout ça en regardant ton film, et je me suis dit, le parallèle un peu le plus évident, c'est qu'aussi ces deux... je ne sais pas si on peut dire instances ou deux choses qui peuvent être totalement dépolitisées, totalement institutionnalisées et totalement neutres, mais c'est aussi des choses qui peuvent être très proches du peuple et qui peuvent venir servir comme outil dans les luttes. Le cinéma autant que la religion, de manière très différente, parce que ce n'est pas les mêmes outils. Et j'avais l'impression que ton film conciliait un peu ça dans les deux. Et moi, ça m'a aussi donné envie de me battre grâce à ça. Bon, merci. En tout cas, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus, mais je ne sais pas si la religion est un outil. Je pense que les croyants et croyantes peut-être un petit peu vexés. C'est très réducteur de le dire comme ça, effectivement. Mais en tout cas, bon, moi, voilà, moi j'ai fait ce film aussi parce que voilà, mon regard en tout cas sur le fait religieux a complètement été bouleversé. Quelque part, c'est un peu ça que j'attends d'un documentaire, quoi. C'est pas forcément d'apprendre des choses qui décalent mon regard, quoi, qui dessillent, comme disait Jean Vigo, quoi. Et j'espère que, en tout cas, les spectateurs, les spectatrices qui viendront à mon film ont eu ce même déplacement. Et on leur souhaite aussi et on les encourage à aller voir ton film. Oui. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.